Bonjour, je suis Domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Il y a des évidences dans nos vies, des choses que nous ne pouvons pas imaginer autrement ou différemment. C'est comme ça, non discutable. L'évidence de Sabine, c'est la maternité. Depuis qu'elle est toute petite, elle le sait, elle le sent, elle est faite pour devenir maman. Mais ce n'est pas la grossesse qui fera de Sabine une maman, mais un autre chemin, celui d'une vocation du cœur, l'adoption. C'est l'histoire d'un immense chagrin, celui qui doit renoncer, accepter de ne pas porter ses bébés dans le creux de son ventre, et c'est l'histoire d'une splendide consolation. La rencontre de cœurs blessés, la rencontre de deux mondes. Et bien plus encore, une mise au monde. Très bonne écoute. Alors, je m'appelle Sabine, j'ai 39 ans. Je suis mariée à Sébastien depuis 14 ans et on est les parents adoptants de 2 enfants, Jeanne qui a 9 ans et Gauthier qui a 5 ans. Et je travaille dans le secteur des ressources humaines et on habite en Île-de-France. Dans un premier temps, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on remonte un petit peu le temps. Parce qu'avant de parler de ton parcours d'adoption, j'avais envie de revenir sur finalement ce qui me semble, moi, être à l'origine de tout ça. C'est ton histoire d'amour avec Sébastien. Et je me suis demandé, du coup, à quand remontait votre rencontre à tous les deux. Eh ben, elle est ancienne parce qu'on s'est rencontrés très jeunes. Moi, j'avais 20 ans, Sébastien en avait 22. On a eu la chance donc de se rencontrer jeunes, de se marier jeunes, puisque moi j'avais 25 ans quand je me suis mariée. Et en fait, on a eu, je dirais, un début d'histoire très facile, plutôt gâté, voilà, par la vie. On faisait les études qu'on voulait, on n'avait pas encore vécu de grandes épreuves, que ce soit familialement ou autre. Et on était jeunes et à vrai dire assez insouciants. Et vous vous êtes rencontrés comment alors tous les deux ? Écoute, on s'est rencontrés dans le scoutisme. On était tous les deux dans le même groupe scout. On se voyait de loin quand on était ados. Et puis on s'est parlé voilà, quand on avait la vingtaine. Et on s'est mis en couple à ce moment-là. Tu te souviens du jour de votre rencontre ? Non, je me souviens pas de ce jour précisément parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours vu Seb de loin. Je me souviens pas du jour où je l'ai vu pour la première fois. D'accord, donc tu le côtoyais en fait régulièrement. Il a toujours fait partie de mon environnement plus ou moins proche. Ouais. D'accord. Depuis mon adolescence en fait. Et un jour, vous vous êtes Et un jour, vus. écoute, moi j'ai été très amoureuse de ce garçon bien avant que lui ne me calcule, si j'ose dire. Je le trouvais complètement envoûtant, hyper beau, complètement. Enfin bref, j'étais sous le charme. Puis un beau jour, il m'a vu différemment un jour et on s'est mis en couple à ce moment-là. Alors, vous vous mariez ? Oui, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Alors, on va en parler. Donc, vous vous mariez. On est en quelle année On se marie en 2008. On se met en couple en 2004. On se marie en 2008. Moi, j'ai 25 ans. C'était une évidence qu'on avait envie d'être parents ensemble. Moi, je suis d'une famille nombreuse. J'ai toujours vu la maternité comme une évidence. Tu as combien de frères et sœurs ? J'ai 8 frères et sœurs. D'accord. Je suis la 6e d'une fratrie de 9. Et j'ai toujours grandi dans un environnement où la maternité, la parentalité était évidente. Je n'avais jamais conçu qu'en fait, la maternité ne puisse pas venir. C'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Ça n'existait pas. Et quand on s'est préparé au mariage avec Seb, on avait, comme plein de couples, suivi un parcours de formation et avec les grands thèmes autour du couple. Et dans notre parcours, il y avait à un moment un thème, une fiche, en gros, et si l'enfant ne vient pas. Je me souviendrai toujours du titre. Et si l'enfant ne vient pas. Et en fait, j'avais dit à Seb, mais ça, je ne veux même pas en parler. Pour moi, c'est pas possible. En fait, j'étais pas paramétrée pour ça. J'étais paramétrée pour être mère. J'avais le désir ardent d'être mère, mais depuis toujours. Enfin, parfois, Jeanne me demande ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et moi, je lui réponds toujours, mais quand j'étais petite, je voulais être maman.
Mais c'est vrai en plus. Enfin, tu vois, j'ai pas souvenir d'avoir eu des rêves de devenir astronaute ou boulangère. Moi, je voulais avant tout devenir maman. Et quand on s'est mariés, pour moi, c'était évident qu'en fait, la maternité, la parentalité, pour nous, viendrait sonner à notre porte, tu vois, avec finalement toute la facilité qui avait été la nôtre jusqu'à maintenant. On était bien tous les deux, on avait le désir de se marier, enfin, les choses étaient hyper fluides. Et ça s'est pas passé comme ça. Un an avant notre mariage, on est partis tous les deux pendant 4 mois en service. Donc on est partis à Ouagadougou au Burkina Faso. Et en fait l'idée c'était de prendre un temps. Alors pour Seb c'était un stage de fin d'études pour son école. Et moi c'était dans le cadre d'une année de césure. En fait voilà, on faisait ce break tous les deux. L'idée c'était d'avoir une expérience un peu déracinante ensemble pour continuer à mieux se connaître aussi dans un contexte un peu différent de notre quotidien. Et puis pour vivre une aventure aussi à part entière. Et dans le cadre de ce séjour en fait au Burkina, à un moment, complètement par hasard, on nous a proposé d'aller visiter un orphelinat de la ville de Ouagadougou. Ça s'est organisé complètement au débeauté. C'était pas du tout quelque chose de prévu de longue date. Et en fait, on a suivi du coup le prêtre qui partait visiter cet orphelinat, qui nous a proposé à la dernière minute. Et on a passé une après-midi dans cet orphelinat qui s'appelait Om Kizito, je me souviens très bien, avec Seb. Et on a passé, 3 ou 4 heures dans ce pavillon où il y avait plein de bébés. Et on a passé l'après-midi assis par terre avec des enfants dans les bras qui nous montaient dessus. On a joué avec des tout petits pendant toute une après-midi. À ce moment-là, vous n'êtes pas mariés tous les deux? On n'est pas mariés, on a le désir de se marier, mais on se le dit pas encore vraiment parce qu'on était encore un peu jeunes. Et surtout, on ignore complètement la suite qui nous attend. Et en fait, ce jour-là, on se le dit pas sur le coup. Il a fallu laisser passer quelques temps. Mais dans les semaines qui ont suivi, on en reparle de cet après-midi à Om Kizito. Et en fait, on fait le constat que tous les deux, on a été complètement bouleversés par ces quelques heures au milieu de ces bébés. Et moi, je me souviens très bien avoir passé un long temps avec un bébé de 8 jours dans les bras. C'était une petite fille qui s'appelait Marguerite, je m'en souviens très bien. Et j'avais ce tout petit bébé de 8 jours. Et je la regardais et j'étais stupéfaite parce que je me disais, c'est fou, elle a été abandonnée il y a 8 jours. Et en fait, au fond de moi, j'ai eu l'impression à ce moment-là qu'il y a eu une espèce de... C'était très choquant en fait, pour moi qui tenais ce bébé, de savoir qu'il y a 8 jours, elle avait connu cette rupture hyper violente, alors qu'elle était née à ce moment-là. Et en fait, d'avoir ce tout petit qui dormait et qui avait déjà vécu un tel choc, je trouvais ça bouleversant. À ce moment-là, quand pour le coup on a décidé de se marier avec Seb dans l'année qui a suivi, pendant nos fiançailles, en fait, on s'était dit ça serait possible que parmi nos enfants, il y en ait un qui soit adopté. Parce qu'on avait une sensibilité, lui et moi, à ces enfants sans famille. C'était quelque chose qui nous parlait. Sébastien, il a dans sa famille plusieurs cousins qui sont adoptés, donc ça a toujours fait partie de son environnement familial. Et en fait, voilà, pour nous, ça nous parlait, ça nous touchait, et on se rejoignait là-dessus. Et en fait, on s'était dit que parmi nos têtes blondes, il y aurait peut-être une tête un peu moins blonde. On s'est mariés en se disant ça. Ça date d'avant qu'on découvre en fait notre infertilité. C'est ça en fait, qui est un moment qui a résonné en fait en nous. Donc vous vous mariez en 2008 et l'envie de fonder votre famille, elle vient à quel moment du coup? Vous vous dites, on profite un petit peu tous les deux? En fait, au début, avant de se marier, on s'était dit qu'on voulait pas se précipiter pour devenir parents parce qu'on était jeunes, parce qu'on avait envie d'être tous les deux, etc. Et puis une fois qu'on a été mariés, en fait, au bout de quelques mois de mariage, on a eu le désir de devenir parents. Ça nous a paru évident, on avait envie d'un bébé. Et puis les choses se sont pas passées comme ça parce que en fait, les mois passaient et aucune grossesse ne démarrait. Donc au début, on s'inquiète pas parce que voilà, on sait tous que ce sont des processus qui peuvent prendre du temps. Bref, voilà, toutes les choses qui sont 1000 fois dites sur ces sujets. Alors à partir de quel moment les choses deviennent officiellement compliquées, quoi? Les médecins prennent un cas au sérieux à partir de 2 ans d'essai. Nous, au bout d'1 an, on était déjà complètement exsangues, quoi. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je n'avais pas imaginé que ça ne se fasse pas. On était tous les deux en bonne santé. Enfin, moi, j'avais vu un gynéco qui avait rien décelé de particulier. On n'avait pas des profils à risque, tu vois, sur ces sujets de fertilité. Et donc, on a été hyper surpris de pas être, entre guillemets, couronné de succès. Donc au début, pas franchement inquiet. Les mois passant, l'inquiétude grandissait, surtout chez moi. C'était ça aussi qui était compliqué, c'est qu'on n'avait pas le même rythme avec Seb sur cette thématique. Et puis en fait, au bout d'1 an, moi j'étais au bout du rouleau. C'était vraiment, tu vois, ça faisait une 12aine de cycles infructueux, si j'ose dire. On commence à s'inquiéter. Et en fait, à être embarqué finalement dans quelque chose qui devient obsessionnel. Et après, ça, c'est un engrenage en fait qui se met en route et qui marque, voilà, qui nous a beaucoup marqué. 1 an, c'est cool. Et donc, vous allez consulter du coup au bout d'1 an, avec cette idée d'aller explorer
un peu plus finement ce qui peut se passer pour vous, du coup? On va voir des médecins, on passe 15 000 analyses diverses et variées en labo, des trucs franchement pénibles, pas drôles. Et puis à un moment, il y a un diagnostic qui est posé sur moi, pour lequel on me propose une chirurgie. Ça avait l'air assez bénin, donc du coup, on se dit que bah oui, il faut suivre cette recommandation. Et en fait, au moment où se montait cette chirurgie, on s'est souvenu de ce sujet de l'adoption qu'on avait reçu dans le Caire au Burkina. Et concomitamment en fait à cette première chirurgie que j'ai eue donc en 2010, on a envoyé pour la première fois un courrier en fait au département de Paris pour être invité à une réunion d'information dans le cadre d'une procédure d'adoption. Toute procédure d'adoption en fait démarre par une réunion d'information dans le département où il y a le processus d'adoption est présenté, et à l'issue de cette présentation, le couple décide ou non de se lancer dans une demande d'agrément. Alors donc ça commence en fait quand vous êtes en cours de démarche médicale. Moi, je me souviens d'avoir posté ce courrier au département de Paris en me disant ça me changera les idées dans les temps qui viennent d'avoir ce truc sous le coude plutôt que d'être focus sur tout le traitement médical qui démarrait, etc. Et je m'étais dit, bah voilà, on met un fer au feu. On ne sait pas ce que ça donnera, mais ça coûte rien. Tout au long de cette procédure d'adoption, j'ai avancé un petit pas après l'autre, sans me projeter trop, parce que c'est très angoissant, je trouve, de se projeter, que ce soit sur l'adoption ou sur d'autres sujets dans la vie. Moi, j'ai tendance à aborder les choses les unes à la suite des autres, et à freiner un petit peu mes angoisses quand j'essaye de me dire, oh là là, mais à 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça va donner ? Et à me recentrer en fait sur l'événement d'après, l'étape d'après, et quelque chose qui finalement est à portée de main et faisable. Et donc ce parcours médical s'est poursuivi, donc il n'a pas été couronné de succès. Là, ça a été compliqué parce qu'il y a eu un médecin à ce moment-là qui nous avait promis que dans 3 mois, il y aurait une grossesse, etc. Donc du coup, on s'était dit qu'on était tiré d'affaire, que c'était formidable. Et cette grossesse n'est jamais venue, et j'en ai beaucoup voulu à ce médecin. Il n'était pas obligé de me dire ce genre de choses. Moi, j'ai cru comme une dingue en fait à la promesse qu'il m'avait faite ce jour-là. Je me voyais déjà lui envoyer un faire-part de naissance qu'il afficherait dans son cabinet médical. Et j'ai été très longtemps en colère contre ce bonhomme parce qu'il n'était pas obligé de me dire ça. Et il l'aurait rien dit, peut-être que j'aurais été moins déçue par la suite. Alors du coup, les mois défilent de ce que je comprends. Et en plus, vous êtes dans une tranche d'âge à ce moment-là où les annonces de grossesse se succèdent. Comment ça se passe avec justement vos familles, vos amis à ce moment-là ? Ça a été très compliqué. Ça a été très noir, en fait, comme période. Donc, on était mariés depuis 2 ans. Et puis, voilà, autour de nous, c'était l'âge où tout le monde se mettait en couple, tout le monde se mariait, les premiers enfants arrivaient, etc. On le ressentait comme ça. On avait l'impression d'être entouré de gens qui avaient des enfants. Et des enfants, hyper facilement, en parfaite santé, des enfants partout. Et là, ça a été vraiment un peu la descente aux enfers. On voyait que les choses, finalement, bougeaient partout autour de nous. Et nous, on avait l'impression, en fait, d'une inertie, d'une immobilité. Tu sais, on avait l'impression un peu de se scléroser dans la situation qui était la nôtre. Les mois passant, n'apportant aucune nouvelle. Autour de nous, on avait l'impression d'un mouvement permanent de bonnes nouvelles, du moins autour de ces naissances, ces enfants. Progressivement, on a expérimenté un repli sur nous qui a été très douloureux, parce qu'en fait, on a beaucoup souffert de cette absence d'enfants. Et on s'est beaucoup replié sur nous, pour nous protéger au début. Et puis aussi parce qu'on était hyper jaloux, hyper aigris. On comprenait pas pourquoi on était les seuls en fait à devoir vivre ça, et pourquoi on ne pouvait pas nous aussi avoir accès à la parentalité alors que ça avait l'air évident partout. Et concrètement, du coup, quand tes amis proches, tes sœurs, belles-sœurs, t'annoncent une grossesse, comment tu réagis toi ? Tu pleures. On a pleuré des dizaines de fois. Et c'était douloureux pour nous, bien sûr, mais c'était douloureux aussi pour nos proches, parce qu'en fait, on voyait bien qu'on les mettait dans un malaise de dingue, leur malaise rajouté au nôtre. En fait, je ne savais plus gérer les annonces. La plupart de nos proches ont compris à un moment qu'il fallait arrêter de nous annoncer les choses, parce que c'était trop compliqué. De toute façon, ça se voyait à nos gueules. Moi, je ne tenais plus, les annonces. J'étais dévastée. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Moi, je suis une fille qui pleure très rarement. J'ai jamais autant pleuré qu'à cette période. Je pleurais tout le temps. J'avais l'impression d'être dans le noir, dans le froid, bizarrement. Et puis, d'être un peu comme une bête traquée qui était pas belle à voir. Comme elle était blessée, cette bête, elle était blessante.
J'ai expérimenté des moments hyper durs. J'ai eu des réactions hyper violentes vis-à-vis de proches qui nous annonçaient leurs enfants. On recevait des faire-part par la poste, je déchirais le faire-part en 1000 morceaux, j'en faisais des confettis, je le balançais dans la poubelle de rage. Pour moi, c'était insoutenable et j'en voulais à ces gens finalement d'être heureux. Et Sébastien, lui, il exprimait les choses de la même manière que toi Non, c'était très différent pour lui. Alors définitivement, les hommes et les femmes sont pas pareils. Et Seb, en fait, était bien sûr hyper blessé aussi, mais il l'exprimait bien sûr pas de la même façon que moi. Il a clairement été celui qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Ou du moins qui m'a aidé, si tu veux. Alors, rester debout, je pourrais pas dire ça parce qu'il y a plein de moments où j'ai pas pu rester debout. Tu vois, il y a plein de moments où physiquement, je me suis écroulée en larmes, en me mettant en boule, prostrée. Ce qui me consolait quelque part, c'est que je voyais qu'en fait, il touchait au mystère de ma douleur. Clairement, il la vivait pas comme moi. Il souffrait. Mais il a toujours été respectueux de mes manifestations de désespoir. Et ça, je lui en suis reconnaissante parce que, quelque part, tu vois, il m'a accompagnée et du mieux qu'il pouvait et franchement, ça devait pas être drôle pour lui. À l'inverse, moi, j'ai expérimenté aussi qu'il y a eu des moments où pour lui, ça a été très dur. Et à ce moment-là, il y a un équilibre des forces qui est assez mystérieux. C'était moi qui étais en mesure, tu vois, de l'épauler. Il y a eu quelques annonces qui, lui, l'ont vraiment, l'ont pas blessé parce qu'on peut pas en vouloir aux gens qui ont des enfants, mais voilà, qui l'ont rendu profondément triste. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai été touchée par sa tristesse et peut-être que j'ai eu un petit regain d'énergie à ce moment-là pour l'épauler et accompagner sa tristesse à lui qui était plus marquée. Je pense que dans notre malheur, on a eu une grande chance dont moi, j'ai pas pris conscience tout de suite. Il m'a fallu, je dirais, au moins 2 ans. Oui, on n'avait pas cet enfant. Alors qu'autour de nous, on avait l'impression que voilà, ça pullulait, que tout le monde avait des bébés, puis on connaissait pas de couple dans notre situation. Il y a un moment où moi, j'ai pris conscience que oui, j'avais pas cet enfant tant attendu, mais j'avais Seb. On expérimentait qu'on avait la chance de s'être rencontrés, de s'être choisis, qu'on avait un quotidien qui nous rendait heureux, mis de côté notre infertilité. On expérimentait une harmonie tous les deux. Alors après, on était comme tous les couples, on avait des moments de tension, on pouvait s'engueuler sur des trucs, mais sur le fond, j'ai jamais remis en cause lui, l'être qu'il était. J'ai toujours, rendu grâce pour ce mari, qui m'avait été donné. Et à un moment, après plusieurs mois vraiment de désespoir, où moi j'étais clairement en dépression, j'ai eu l'impression, tu sais, un peu de mettre un pied au fond de la piscine, un petit coup de talon pour remonter à la surface en me disant, t'as pas cet enfant, mais t'as Seb. Et en fait, c'est déjà formidable. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas passer ta vie à chialer dans un canapé ? Ou est-ce que tu vas remonter à la surface et essayer de faire quelque chose des décennies qui viennent ? Là, ce que je te dis là, ça paraît très rose et très facile, mais on a aussi eu des moments hyper difficiles avec Seb, tu vois, dans cette quête d'enfant. Et des moments où, clairement, on n'était pas à l'unisson dans nos attentes. Et tu vois, on avait en soute bien enfoui ce sujet de l'adoption, dont on parlait pas d'ailleurs. Moi, en fait, à ce moment-là, j'avais une conception, si tu veux, de la maternité qui était complètement déséquilibrée parce que pour moi, la maternité passait forcément par la maternité biologique. J'imaginais, si tu veux, une espèce d'acte, tu vois, hyper puissant par la maternité biologique et qu'il fallait que ça passe par moi. Mais en fait, c'était hyper orgueilleux de ma part. Pour moi, adopter, c'était m'avouer vaincue. Et en fait, j'étais pas vaincue encore à l'époque. Je ne me concevais pas comme vaincue. C'était presque un petit peu passé aux oubliettes, du coup, tu dirais quoi ? Non, je dirais qu'en fait, j'étais un peu scindée dans ma tête. C'est-à-dire que on avait lancé cette procédure qu'on abordait de façon très mécanique et très formelle, sans aucun sentiment. Et d'un autre côté, on était 100% focus sur notre espérance d'enfant bio. Et après, t'as toujours cette petite voix qui te dit mais il y a plein de couples en démarche d'adoption qui finalement ont eu une grossesse, etc., etc. Et je m'étais dit peut-être qu'il faut qu'on se lance dans une démarche d'adoption pour que la grossesse se déclare, tu vois. Au cœur de cette période-là, un jour, Seb m'a balancé cette phrase qui, sur le coup, m'a laissé sécher. J'étais estomaquée par ce que j'ai reçu comme très violent à l'époque. Mais au final, je pense que c'est une phrase qui, quelque part, a contribué à me faire lever la tête et à sortir, tu vois, de ce trou dans lequel je m'étais enfoncée. Il m'avait dit, mais en fait, toi, ton objectif, c'est une grossesse. Moi, mon objectif, c'est un enfant. Il me dit, on se définit pas par les grossesses de nos mères, on se définit par les vies qu'on mène. J'ai perçu ça comme très violent à l'époque, parce que j'avais l'impression que c'était un pied de nez à la violence et à la souffrance dans laquelle j'étais. Mais après, une fois la colère passée, j'ai repensé à ça.
Et en fait, il avait raison. Moi, j'étais focalisée sur ces 9 mois in utero, sur tout le contexte pour rendre une grossesse favorable, tous les traitements qu'on avait pu expérimenter, tous les régimes alimentaires qu'on avait suivis, tous les médecins, on a traversé la France pour aller voir des spécialistes, etc. J'étais focalisée, si tu veux, sur ce début de grossesse. Lui me disait, mais en fait, moi, je m'en fous de ta grossesse. Moi, ce que je veux, c'est devenir parent avec toi. Passer la colère, j'ai été hyper touchée. Ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce qu'en fait, j'étais centralisée sur mon utérus. Et d'ailleurs, tu vois, à cette époque-là, beaucoup de femmes infertiles ont ces mots-là. Et ça m'a touchée de voir que j'étais pas la seule à expérimenter ça. On peut percevoir, quand on est infertile, son ventre comme un tombeau. Et moi, j'avais vraiment, plein de fois, conceptualisé mon ventre comme un cercueil. C'est censé être le lieu de la vie. Et chez moi, c'était mort. Et tout était tourné autour de ça. Tu vois, ce ventre, tu vois, qui finalement était désespérément vide. Et en fait, Seb, à ce moment-là, il m'appelait à vivre autrement que par 9 mois in utero. Et je pense que cette phrase un peu choc, en plus, tu vois, c'était vraiment dans un moment d'une tension, etc. Je pense que cette phrase m'a permis de passer à autre chose à ce moment-là. Et à contribuer à ce qu'on se relève et à ce qu'on avance. Et quand est-ce que du coup vous reparlez de l'adoption, alors sérieusement? Alors, dans une procédure d'adoption, il y a 2 temps. Il y a un temps de l'agrément qui est délivré par le département dans lequel on habite. Et en fait, l'agrément, c'est une autorisation à adopter qui est délivrée par les services sociaux, en gros. C'est une procédure qui dure 1 an. C'est le prérequis pour démarrer en fait une procédure d'adoption en tant que telle. Il faut être détenteur d'un agrément. À quel moment vous vous dites, bon, c'est bon, on a fait cette démarche, on y va, on rentre officiellement dans le processus. Est-ce que tu te souviens de ce jour? C'était très scindé dans notre tête à cette époque-là. Les choses ont changé après, par la suite. En fait, à cette époque-là, démarrer une procédure d'agrément, dans la mesure où ça nous engageait vis-à-vis d'aucun enfant encore, nous, on se sentait très libre. Si tu veux, pour nous, c'était une démarche qu'on entreprenait sans engagement. On déroulait la procédure tout en continuant en fait à espérer d'avoir un enfant, tu vois, naturellement. On abordait cette procédure finalement sans trop d'affect. Ça nous a un peu rattrapé quand même par la suite tout ça, parce que le travailleur social qui nous suivait, lui, il nous creusait bien, c'était son boulot. Et en fait, nous, au début, on avait pris le parti de ne pas partager à nos proches cette démarche d'adoption qu'on démarrait. Parce qu'en fait, c'était pas que c'était un secret, mais on voulait garder finalement cette part d'intimité, parce qu'on avait aussi l'impression que ça mettait en lumière notre infertilité, tu vois, à l'inverse, et qu'on avait trop souffert, de nos parcours médicaux, de questions parfois maladroites. En fait, on voulait pas donner plus d'infos que ça sur notre parcours parce que on voulait pas s'épancher plus que ça. On n'en peut plus à un moment de raconter sa vie, l'état de ses ovocytes, le spermogramme de monsieur, le nombre de rapports dans le mois et les prélèvements divers et variés. Ton intimité, elle est déjà tellement dévoilée que t'en peux plus te raconter. Et à un moment, on a eu besoin, si tu veux, de se remettre. D'ailleurs, c'est un médecin qui nous avait donné ce conseil, qui nous avait fait beaucoup de bien. Et ce médecin nous avait dit qu'il fallait absolument qu'on garde pour nous ce secret. Il nous a dit ça relève du secret médical. Vous avez chacun votre dossier médical. Moi, je suis votre médecin. On le partage tous les 3. Mais basta. En dehors de mon cabinet, ce sujet ne regarde personne. Donc, vous fermez le banc. Et en fait, ça a été un conseil qui nous a paru plein de bon sens, qui nous a apporté beaucoup de consolation sur le coup. On a suivi ce bon conseil, et de ce jour-là, on a gardé pour nous notre intimité de couple. Et finalement, cette procédure d'adoption qui démarrait, on l'a démarrée un peu dans la même veine. Non pas que c'était un secret, mais on avait besoin de pas se faire polluer par des avis extérieurs. Il y a un moment où on avait juste envie, nous, d'avancer en notre âme et conscience sur ce sujet qui nous concernait, nous. Et puis l'adoption, ce sont des processus qui sont longs, parfois compliqué, et on voulait pas en fait passer notre vie à expliquer ce qu'il en était, etc., etc. Les gens qui nous aimaient disaient non mais vous allez forcément vous voir confier un enfant, c'est évident, vous êtes normaux, vous serez des bons parents. Enfin je veux dire, tu sais, tous ces finalement c'était plein de bonté, mais c'était un peu à côté de la plaque. On voulait, si tu veux, garder la tête froide, avancer en fait avec les gens qui connaissaient, et en fait ça nous a un peu rattrapé ce secret. Parce que pour le coup, le travailleur social qui nous suivait sur ce premier agrément, donc ce premier agrément qui nous a permis d'arriver à Jeanne. Parce que du coup, pour obtenir un agrément, tu es suivi par un travailleur social référent qui te suit tout au long de ton parcours, toute l'année, mais tu es quand même amené à voir d'autres professionnels que lui, j'imagine. Psychologue et psychiatre. Dans le département de Paris, c'était comme ça. D'accord. Donc ce travailleur social... Et en fait, ce travailleur social, entre autres, comme on a revu en fait nos histoires de vie avec lui, et à un moment, il nous a dit, et vos familles, qu'est-ce qu'elles en pensent de cette démarche? Et en fait, nos familles, elles n'étaient pas au courant. Et ça faisait combien de temps que vous étiez dans la démarche? Ça faisait 5-6 mois. Et en fait, on lui a dit, non, pour l'instant, on choisit de garder ça pour nous, etc. Et là, il a tiqué. Et il nous a dit, mais c'est étrange, de cet enfant qui est même pas encore là, déjà, il est un secret. Est-ce que vous savez pourquoi, etc. Et du coup, on a un peu détricoté le truc avec lui.
Et en fait, comme on était bons élèves, on a suivi son conseil et on en a parlé à nos parents. Quand moi j'en ai parlé à mes parents, c'était la dernière fois que j'ai vu ma maman parce qu'elle est décédée 6 semaines après. C'était super, voilà, ils étaient hyper heureux de ça. Heureux aussi de voir qu'on avançait et que le ciel s'éclaircissait peut-être un peu pour nous parce que nos proches étaient quand même un peu inquiets pour nous qui souffrions. C'était très beau parce que du coup j'ai eu l'occasion, tu vois, de partager cette nouvelle. Alors même si on en était qu'au stade d'une démarche d'agrément, mais bah voilà, j'ai eu l'occasion, tu vois, de le formuler à maman avant qu'elle décède. Et là, maman est décédée en fait de façon hyper soudaine. Elle était pas malade, donc du coup on ne savait pas que maman allait mourir bientôt, tu vois. Et par le plus grand des hasards, par l'intermédiaire de ce travailleur social, j'ai pu, tu vois, lui dire qu'on en était là. Et elle s'en était profondément réjouie. Et pour moi, ça a beaucoup compté par la suite. Du coup, il y a beaucoup d'étapes qui jalonnent cette démarche d'une année. Quelles ont été les étapes qui ont été importantes et fondamentales pour toi ? On a pleuré comme des madeleines quand on a reçu notre agrément. T'es où ce jour-là ? On était en vacances dans le Limousin. Et en fait, le courrier nous arrive et on pleure comme des madeleines. Maman venait de décéder, ça avait été une année cauchemardesque. Et pour la première fois, finalement, on réussit une étape sur le chemin de notre vie de parents. Et en fait, pour la première fois, on se prend pas une baffe ou un échec. C'est un papier, c'est rien. Hein. C'était quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient estimé que bah oui, on était capable de devenir parents. Et c'était une première réussite après finalement plus de 2 ans d'échecs dans notre projet de parentalité. Ça a été une bouffée d'air frais. Tu nous as dit qu'une démarche pour obtenir un agrément, ça durait un an en moyenne. Tu as rencontré, donc il y avait le travailleur social référent qui vous a suivi tout au long de cette année, et puis tu as rencontré des psychologues, des psychiatres. Comment tu as vécu justement la rencontre de ces différents professionnels? Quels souvenirs t'en gardes? Est-ce que tu as eu des rencontres fortes? Est-ce que tu as eu des rencontres qui ont été justement éprouvantes? Donc on a eu ce premier agrément et après on en a eu un deuxième parce qu'on a adopté Gauthier après Jeanne. Et j'ai pas du tout vécu de la même façon nos 2 agréments. Pour la première démarche, celle dont on parle là, moi je vivais très mal ce que je percevais comme étant une justification de mon désir de maternité. Je trouvais ça absolument dégueulasse. Alors que j'en avais le désir fou et que j'avais l'impression d'être complètement capable d'accueillir et d'aimer un enfant, et que la biologie ne me permettait pas d'accéder à ça. Et j'en voulais à tous les intervenants sur ce sujet. Et du coup, les entretiens qu'on a eus, alors notre travailleur social était quelqu'un d'hyper sympa, qui a toujours été hyper aidant, et au final, on a eu une expérience avec lui qui était vraiment chouette. Mais en fait, le pauvre homme, je pouvais de toute façon pas l'encaisser. Sa fonction charriait ma souffrance. D'emblée, j'étais en colère de devoir discuter avec lui parce que je trouvais ça absolument injuste de devoir me battre et parler pour dire ce que j'avais au fond de mes entrailles et au fond du cœur et pour verbaliser l'amour dingue que j'avais envie de donner à un enfant et enfin voilà. Être observé sous toutes les coutures pour savoir si est ou pas... Ouais, et puis tu vois, moi je me disais mais en fait nous on est évalué, on est jugé, j'aime pas ce terme, mais on est évalué sur notre désir de devenir parent, alors qu'en fait les gens, il suffit qu'ils couchent ensemble pour être parents et nous, on doit passer une année à se justifier, à poser des rendez-vous en pleine journée, à devoir finalement nous raconter encore une fois à des gens qui nous connaissent pas, qui vont écrire des rapports sur nous. Pour moi, c'était une énième humiliation. Mais en fait, j'étais très blessée parce que rétrospectivement, ces gens-là, ils travaillent en fait, leur finalité, c'est pas nous, les couples autour de la table. C'est les enfants qui n'ont pas de parents. Moi, j'avais besoin de me décentrer. À l'époque, j'étais tellement auto-centrée. Moi, mon désir, mon projet, ma maternité, tac, tac, tac. J'étais une boule sur moi, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai eu besoin, tu vois, je pense aussi de me tourner vers les autres et de me tourner vers cet enfant qui allait arriver et de me décentrer de moi pour me centraliser, me focaliser sur ses besoins à lui, sur son histoire. On avait un petit peu parlé avant d'enregistrer cet épisode et je me souviens que tu m'avais dit que justement ce qui est compliqué dans cette année de démarche, c'est que tu n'arrives pas sur une page blanche en fait. T'es vachement abîmée par l'infertilité en fait. T'arrives jamais à demander un agrément pour l'adoption sans blessure. Parce que avant d'en arriver là, t'es passé par plein d'étapes qui a priori n'ont pas fonctionné.
et qui nous avait profondément blessés. Et donc, alors que t'es blessé, que t'es pas très vaillant, eh ben tu dois encore creuser, justifier pour moi ce qui était injustifiable, mon envie d'aimer un enfant et d'être sa maman. J'avais l'impression en fait tu vois, que c'était finalement une douleur supplémentaire sur quelque chose de déjà un peu abîmé, quoi. Et tous les deux, du coup, dans ton lien avec Sébastien, pendant cette année de démarche, comment ça se passe ? Ça se passe bien parce qu'en fait, on vit ça à deux. Les parcours médicaux, dans le cas d'infertilité, c'est quand même, tu vois, d'un côté des gamètes masculines, de l'autre côté des gamètes féminines. Enfin, tu vois, c'est des parcours très distincts médicalement. Et il faut pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus les femmes qui sont concernées par tous ces traitements médicaux, ces sujets, etc. Et du coup, ça peut un peu isoler du couple. Là, ce que je trouvais dingos dans une démarche d'adoption, c'était que en fait, on était sur un même pied d'égalité, lui et moi. Il était autant observé que moi, il a été autant attendu que moi, sa parole valait autant que la mienne. Et pour la première fois, on était non pas à l'unisson, parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur tout, mais on était à parts égales et on était concernés, en fait, lui autant que moi. Quelque part, moi, ça m'a un peu reposée de ne plus être celle qui porte ce cycle, tu vois, lancinant, douloureux. Auprès de qui tu te confies, vous confiez en dehors des professionnels qui vous reçoivent ? Eh ben, à cette époque-là, assez peu de monde. Alors déjà, à cette époque-là, on connaissait pas encore de couples comme nous. Par la suite, on en a découvert plein et c'est devenu des amis super. Et en fait, à cette époque-là, on se confie assez peu à un ou deux couples d'adoptants autour de nous, des gens plus âgés que nous, qui étaient des amis d'amis ou avec qui on avait été mis en contact. On a été invités à dîner 2 fois chez des parents adoptants qui nous ont témoigné de leur parcours, etc. Ça nous avait beaucoup éclairé. Mais parmi nos proches, en fait, on était les seuls, tu vois, concernés par ça. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on a rencontré un couple d'amis qui, eux aussi, étaient sans enfants, mariés depuis 3 ans. Ça a été un couple pour nous qui a été vraiment salvateur parce que pour la première fois, on rencontrait des semblables. Et puis surtout, au-delà d'être nos semblables, en fait, ils avaient la pêche. Et moi, je te jure, ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. En fait, il dégageait en fait une forme de vie qui, moi, m'a complètement réveillée et m'a fait croire que c'était possible de vivre heureux malgré l'infertilité. Vous obtenez l'agrément, vous êtes dans le Limousin, vous ouvrez cette lettre avec cette possibilité maintenant de vous tourner vers des associations qui vont vous mettre sur le chemin de Jeanne et puis de Gauthier. Combien de temps il s'écoule entre le moment où vous obtenez l'agrément et le moment où vous vous mettez en mouvement pour entrer en lien avec ces associations justement ? Alors pour notre premier agrément, on a laissé passer beaucoup de temps. Donc on a obtenu l'agrément été 2011 et en fait on ne l'a activé réellement qu'en 2013. L'année et demie qui s'est écoulée, ça a été l'année où moi j'ai eu à faire ce gros travail de deuil après le décès de maman. Et j'ai eu besoin de ce long temps pour m'approprier ce décès, apprendre à vivre avec, on va dire. Et puis, tu vois, je trouvais ça très cruel d'être privée de ma maman dans une période où moi je bataillais pour devenir mère. Tu vois, il y avait un peu un combat à l'intérieur de moi, ce combat de la maternité, tu vois, cette idée de toute puissance maternelle dont je te parlais tout à l'heure. Chez moi, il y avait un truc qui n'était pas réglé à l'époque. Et je pense que j'ai eu besoin, tu vois, de ce long temps pour, un petit peu décanter tout ça et surtout dissocier la mort de maman de cette démarche d'adoption. Et puis en 2013, je pense qu'on a eu clairement, Seb, il était prêt depuis toujours. Il m'attendait. Et c'était ça qui était beau aussi, et je lui en serai pour toujours reconnaissante. C'est que moi, j'ai eu besoin de ce long temps pour m'approprier ce projet d'adoption qui n'était pas forcément ce que j'avais imaginé au départ pour notre premier enfant. Je pense que depuis toujours, il était prêt à accueillir un enfant d'où qu'il vienne. Le désir qu'il avait, c'était qu'on devienne parents. Et finalement, c'est moi, en 2013, un peu de guerre lasse, si j'ose dire, mais aussi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu un appel à la vie. Enfin, tu vois, il y a un moment où t'en peux plus d'être dans le noir. Ces années d'infertilité, la mort de maman, il y avait un moment, j'en pouvais plus, si tu veux, de la morbidité de tout ça. Je devenais dingue. Et je me suis dit, bon, il faut vivre. Et là, j'ai rejoint Seb. Notre tempo est redevenu commun. Et là, on s'est dit, allez, on y va. Et après, c'est là où ça a été incroyable, c'est que autant toutes les années précédentes, on avait l'impression d'avoir patiné, pataugé dans 15 000 démarches, de nous être pris que des baffes, que des échecs, etc., etc. Et là, à partir du moment où on s'est dit, on y va, par un concours de circonstances absolument incroyable, on a été mis en contact avec une association
qui s'appelait La Providence. Par bouche à oreille, tac, 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 en gros, un coup de fil, 2 coups de fil, paf, 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 on a été mis en contact en fait avec cette OAA qu'on a rencontré très vite. Alors raconte-moi justement comment ça s'est passé, donc de manière assez visiblement fluide. Vous vous retrouvez en lien avec cette OAA. Comment ça se passe concrètement avec eux? C'est-à-dire qu'ils vous demandent votre papier qui fait gage d'agrément. Et de quoi vous parlez alors? Et bien là, c'est extraordinaire parce que en fait, on a expérimenté à ce moment-là que on est, j'allais dire, non pas que la période d'agrément c'est une période hostile, c'est pas du tout le cas, mais on est évalué quand on est en période d'agrément. Après, quand on sonne à la porte d'une OAA, on est entre pairs, c'est-à-dire qu'en fait, les membres des OAA, c'est des parents adoptants. Souvent, c'est des retraités, qui donnent leur temps pour accompagner ces procédures d'adoption. Et c'est des gens qui sont passés par là. Et en fait, le langage, il change. C'est incroyable. Pour la première fois dans toute cette démarche, tu parles avec des parents qui ont vraiment vécu ça. Pas avec des experts qui ont une connaissance professionnelle du monde de l'adoption. Et en fait, tu entends des témoignages de gens qui te disent, nous on a adopté tel et tel enfant qui ont tel âge aujourd'hui, notre parcours c'est ça. Tout d'un coup, ça devient hyper concret. Tout d'un coup, tu es dans un bureau avec un panneau de photos où tu as des bouilles d'enfants nés à l'autre bout du monde, dont tu comprends qu'en fait, ils ont été adoptés par des familles qui sont dans la même assoce. Et tout d'un coup, tu touches du doigt en fait quelque chose d'éminemment concret, alors que ça fait des années que tu es dans de l'abstrait plus. Et tout d'un coup, tu bascules vers la vie, quoi. À partir du moment où tu es admis dans une OAA, cette OAA s'engage à t'accompagner jusqu'à un enfant, tôt ou tard. Et en fait, c'est ça qui a été extraordinaire dans cette démarche d'adoption, c'est que tôt ou tard, à la fin, il y a un enfant. Tôt ou tard, c'est lumineux. Il m'a dit, en fait, dans un processus de maternité, de grossesse, on n'a jamais la certitude que la grossesse va arriver. Même si on est dans les mains des meilleurs médecins, même si on suit tous les protocoles qui vont bien, etc. C'est pas une science exacte. En revanche, chaque jour, dans le monde, il y a des enfants qui naissent sans parents. Et il y a des gens dont le métier, c'est de faire le lien entre ces enfants sans parents et des gens comme nous. Et tôt ou tard, le lien, il se fait. Ça match. Quand on a pris conscience que ce matching, il allait se faire tôt ou tard, c'était plus qu'une question de temps. On a expérimenté une libération. C'était incroyable parce que tout d'un coup, on s'est dit, on est sauvés. On est sauvés parce que ça va arriver. De quoi vous parlez alors avec cette association? Est-ce qu'ils vous demandent des choses en particulier? On parle de choses très concrètes. Ils revoient un petit peu les contours de notre agrément. Et puis surtout, en fait, ces gens-là nous racontent les profils des enfants à adopter et on prend conscience en fait de ce qui pourrait nous arriver dans les pathologies qu'ils peuvent avoir, dans les tranches d'âge de ces enfants, dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Les gens avec qui on parle, ils vont dans le pays en question, en l'occurrence c'était le Vietnam pour Jeanne, ils ont été au Vietnam, ils sont en lien avec les orphelinats, ils ont peut-être déjà vu l'enfant qui sera le nôtre. Enfin tu vois, c'est tout d'un coup, il y a plus les maillons de la chaîne, tu sais, se réduisent et tout d'un coup on n'est plus qu'à 2 maillons de notre enfant, quoi. Parce que tu évoques du coup la pathologie. Pourquoi? Parce que nécessairement quand tu adoptes, l'enfant que tu adoptes peut être porteur d'un handicap mental ou moteur? Pas nécessairement. Aujourd'hui, donc en 2022, les réalités de l'adoption internationale font qu'en fait, les enfants qui sont confiés à l'adoption sont des enfants dits à besoins spécifiques. Ce qu'il faut garder en tête sur toutes ces thématiques, c'est qu'un enfant qui a vécu l'abandon, c'est un besoin spécifique en tant que tel à accompagner. Et que toutes ces démarches finalement d'adoption, elles sont là aussi pour nous sensibiliser au fait qu'on va devenir les parents d'un enfant qui a déjà un vécu plus ou moins traumatisant et qui a des besoins psychiques et ou médicaux plus ou moins forts. La discussion va s'orienter justement sur les réalités de ces besoins de santé. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on sait en fait à quel point la grossesse finalement impacte le développement d'un enfant. Dans le cas des adoptions, c'est des enfants dont les grossesses et les naissances ont été chaotiques. On arrive sur de la matière blessée. Quand on en arrive là, on a fait le deuil depuis longtemps du nouveau-né parfait ou rose. Et tous les interlocuteurs qu'on rencontre, ils sont là pour nous aider en fait à nous faire prendre conscience qu'on va devenir parents comme tout le monde, mais qu'on aura quand même des sujets un peu particuliers par rapport aux parents biologiques. Donc, lors de ce contact avec l'OAA, là dont tu parles depuis tout à l'heure, est-ce que tu te souviens de cette fois où on vous a parlé de Jeanne pour la première fois? Ouais, je m'en souviens très bien. C'était un soir vers 19h, un soir de juin en 2014. J'étais dans une file d'attente à la caisse d'un H&M
Et mon téléphone sonne et c'est Loa qui m'appelle. Et en fait, je ne m'enflamme pas parce qu'on avait rendez-vous avec eux quelques jours après et je pensais qu'ils m'appelaient pour parler de ce rendez-vous. On avait un truc avec eux 3-4 jours après. Et donc la personne de la sauce me demande tout de suite si Sébastien est avec moi. Et donc là, je comprends qu'en fait, on va parler peut-être de quelque chose de plus sérieux. Et elle me dit, est-ce que tu as un moment pour parler maintenant ? Et là, mon cœur s'emballe et je sors de ce magasin. Et là, elle m'annonce ce qui a été la plus belle nouvelle de toute ma vie. La première plus belle nouvelle. Et elle me dit, il y a une petite fille au Vietnam qui a 9 mois. Et on a pensé que vous pourriez devenir ses parents. Ça reste un souvenir à vie. Et tu vois, j'ai explosé en sanglots. J'ai explosé en sanglots au téléphone. J'ai pleuré pendant un long temps. J'étais inaudible. J'arrivais même pas à aligner 3 mots. Et la femme au bout du fil, je lui dis à un moment, je reprends mon souffle et je lui dis, je suis désolée. Et je lui dis, vous pouvez pas comprendre. Et là, elle se marre au bout du fil. Elle me dit, mais tu oublies que j'ai adopté 5 enfants. Alors, du coup, je me sens conne à ce moment-là. Je lui dis, bah oui. Ouais, j'ai oublié, ouais, effectivement. Et on rigole ensemble et je reprends mes esprits. Et je sors au fond de mon sac à main. Je me souviens, je voulais tout de suite noter les trucs. Et du coup, je lui dis, mais elle est où ? Elle a quel âge ? Elle s'appelle comment ? Et donc, à ce moment-là, elle me donne le prénom vietnamien de Jeanne. Et je lui dis, mais on part quand ? Et elle me dit, voyons-nous la semaine prochaine. On va parler de et puis la procédure. Mais elle me dit, prenez le temps de discerner avec Sébastien, rappelez-nous dans 2 jours, etc. Et là, en fait, pour la petite histoire, Seb m'avait dit dans l'après-midi de ce jour-là, il m'avait dit j'ai plus de batterie, je suis pas joignable avant ce soir, et donc je savais qu'il était injoignable à ce moment-là. Et donc je suis rentrée à la maison. Et j'étais dans un état second. Je pense que dans la rue, je pleurais, mais j'étais une fontaine. Je pense que les gens ont dû me prendre pour une dingue dans la rue. Et je suis rentrée à la maison et j'ai mis une bouteille de champagne rosé au frais. C'est le seul truc que j'ai trouvé à faire. On avait acheté peu de temps avant du champagne rosé, ça paraît con, hein. Je savais pas comment, tu vois, annoncer le truc à Seb. J'avais pas prévu, tu vois, le truc. Et Seb est arrivé longtemps après, genre 2 ou 3 heures après. C'était l'attente la plus longue de ma vie. Et là, je lui ai dit, il y a une petite fille qui nous attend au Vietnam. Et on a pleuré, t'as pas idée comment on a pleuré. C'était incroyable parce qu'en fait, tu vois, après toutes ces années d'incertitude, tout d'un coup, c'était un enfant avec un prénom, avec un âge, avec une vie autour. Tout d'un coup, c'était vrai, quoi. Honnêtement, c'était dingue. Après, comment ça se passe du coup ? Parce que l'idée, c'est d'aller là-bas, la rencontrer et la ramener en France. Donc la préparation de ce voyage, concrètement, ça ressemble à quoi ? Concrètement, tu vas chez Ikea, t'achètes un lit à barreaux. Et là, quand t'achètes ça, t'as l'impression de faire le truc le plus dingue de ta vie. C'est-à-dire pendant 5 ans, 6 ans, tu t'es bridé sur tous ces sujets de nursing. Et tout d'un coup, dans ton appart, arrive un lit à barreaux. Alors, on n'avait pas encore de date de départ fixée, mais on savait que c'était pour les semaines qui suivaient. D'accord, donc ça va vite en fait. Entre le moment où on vous annonce ce petit être qui vous attend et le moment où vous partez, c'est... Alors là, ce que je te dis là, ça dépend beaucoup des pays, des dossiers des enfants, des procédures. T'as parfois des couples qui attendent plusieurs mois entre ce coup de fil et le départ. Et ça, c'est très compliqué. Nous, dans notre cas, ça s'est fait en quelques semaines, parce que tu vois, on nous a parlé de Jeanne en juin, et on est parti la rencontrer en novembre. Donc tu prépares la chambre, tu prépares le quotidien. Moi, je me souviens d'avoir passé des heures... à aller acheter des petites babioles, des chaussons, des biberons, tout le trousseau d'un bébé, quoi. Et en fait, moi, j'ai expérimenté à ce moment-là je pourrais même plus dire le terme consolation, c'est trop faible. Je me suis fait kiffer, mais comme c'était pas possible. Moi, je me souviens, il y avait un placard à la maison dans lequel on rangeait au fur et à mesure ce qu'on prévoyait pour elle. Et de voir ce placard se garnir de trucs. De temps en temps, je l'ouvrais, ce placard, et je le regardais, je le sniffais, quoi. J'étais là, mais c'est dingue, il y a un bébé qui va arriver ici, quoi. Et puis, tu vois, ce lit à barreaux qui était monté, tout d'un coup, c'était féerique. C'était vraiment féerique. Et je me souviens, on s'était fait prêter des affaires de bébé à gauche à droite, et une de mes belles-sœurs m'avait remis tout un trousseau avec des bodys, et elle m'avait dit ils sont restés un peu longtemps à la cave, il faut que tu les laves et tout. Et du coup, je les ai mis à tourner, et je me souviens m'être assise devant mon lave-linge et regarder en fait des bodys tourner dans la machine et me dire putain, il y a des bodys d'enfants qui tournent dans mon lave-linge. C'est un détail, hein. Mais moi, ça fait vraiment partie des micro-chocs où tu te dis, il va vraiment arriver quelque chose bientôt, tu vois. Puis tu vois, après toutes ces années où on a tant pleuré, là, tout d'un coup, c'était féerique. Et ce jour, alors, où vous prenez l'avion, direction Hanoï. C'est dingue, c'est un mélange d'immense appréhension et de joie ultime. Et tout est très mêlé. C'est assez dur d'être partagé entre des émotions aussi
opposé. T'as peur de tout. Avant ce départ, j'ai eu en ligne une pédiatre de la SOS qui était aussi maman adoptante, et je savais que son petit garçon venait du même orphelinat que là où était Jeanne, et du coup je voulais lui poser des questions, parce que j'étais entêtée par la logistique dont Jeanne allait avoir besoin, et moi je savais pas ce que mangeait un bébé vietnamien de 14 mois, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait que je prévoie, et donc j'avais appelé ce toubib pour qu'elle me briefe, et en fait elle a été extraordinaire parce qu'elle me dit, moi j'avais listé toutes les questions que je voulais lui poser, le lait, les quantités, enfin bref, toutes les conneries quoi, et puis elle me dit, en fait c'est toi la maman, donc tu sauras très bien, elle me dit, elle saura très bien te dire ce dont elle a besoin, et tu feras comme tu l'entendras parce que tu seras sa maman. Alors sur le coup, ça m'a un peu désarçonnée parce que moi j'avais envie de millilitres et de quantité et de nombre de biberons et de marque de boîte de lait, tu vois. Et en fait, elle a pas du tout répondu à ma question, mais en fait, elle m'a juste fait confiance, et surtout elle m'a dit, en fait, c'est Jeanne qui va te donner le tempo. Et en fait, elle a eu raison, parce que moi, je pense que définitivement, j'avais un instinct maternel et j'ai tout de suite su. Et d'ailleurs, c'était rigolo, c'est Seb qui m'avait dit ça dans les premiers jours avec Jeanne. Il m'a dit, c'est incroyable parce que tu sais déjà tous les gestes. Moi, je les sais de toute éternité. Enfin, si tu veux, c'est pour ça que j'ai tant bataillé pour devenir maman, et j'étais tellement triste de pas pouvoir être maman. Je savais tellement que je savais faire, que j'avais envie, tu vois, d'apporter ses soins à un enfant, que tout d'un coup, quand il a été là, j'ai épousé le rôle, mais à 200%, quoi. Donc vous atterrissez à Hanoï? Ouais, on atterrit à Hanoï après un vol, notre dernier vol à 2, avec un peu l'impression d'arriver un peu en vacances, parce que t'arrives à l'autre bout du monde, t'es dans un chouette hôtel, Hanoï c'est une belle ville, enfin voilà. Donc tu vas à ton hôtel en premier lieu, tu vas déposer tes affaires. Comment ça se passe après? On vient te chercher, tu te rends à l'orphelinat par tes propres moyens? En fait, on avait rendez-vous 2 jours après, donc on a passé 2 jours pleins dans Hanoï à encaisser le jet lag et puis à finir de nous préparer en fait. Et on était avec un autre couple qui était envoyé par la même assoce que nous, qui adoptait aussi une petite fille qui était dans le même orphelinat que notre fille. Et on les a rencontrés, on était dans le même avion. On est devenus parents au même moment qu'eux. On était attendus le même jour. Et c'est devenu des amis extraordinaires, et nos filles sont hyper liées aujourd'hui. Donc ça a été une belle rencontre, en plus de la rencontre avec nos filles. Donc ça a été vraiment très chouette. Et donc au début, on a passé 2 jours dans Hanoï à un peu tuer le temps. Tu vois, ce coup de fil avec la pédiatre, là je fais un petit retour en arrière dont je te parlais tout à l'heure. Elle m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, qui a été salvateur. Elle m'avait dit, tu sais, si tu la trouves pas belle, c'est pas grave. Faut pas que t'aies peur. Et ça, en fait, on le dit pas beaucoup parce que c'est difficile, mais c'est une grande peur des parents adoptants de trouver leur enfant pas très beau. Parce qu'à la différence de l'enfant biologique, on n'a pas ce petit côté peut-être un peu narcissique, du tout petit, tout parfait, qui nous ressemble ou autre. C'est l'inconnu total. Et puis cet inconnu, il peut être disgracieux, tu vois. Et en fait, on a tous un peu cette peur de le trouver pas séduisant, pas chou. Et en fait, cette pédiatre, elle a eu la justesse de me dire, tu sais, c'est pas grave. Si tu ressens ça, t'inquiète pas. Et elle m'a dit aussi, tu sais, l'endroit où est ta fille, c'est pas très propre. Il est probable qu'elle sente pas très bon. Ne t'inquiète pas. En me disant ça, elle m'a sauvée, je pense, parce que quand j'ai rencontré Jeanne, ça s'est passé comme elle m'avait dit. L'endroit était pas très beau, elle sentait pas très bon. Tu vois, j'ai pas eu instantanément, tu vois, le coup de cœur que après j'ai pu éprouver vis-à-vis d'elle. Et tu vois, j'avais la voix de cette pédiatre dans la tête qui me disait « Ne t'inquiète pas, c'est pas grave ». Et après, quand tu discutes avec plein de mamans qui ont eu des enfants biologiques, elles te disent, pour certaines, qu'à la naissance, elles ont trouvé leur enfant pas beau, qu'il leur a fallu du temps pour s'accrocher à lui, etc. Et en fait, je me suis dit, définitivement, dans l'adoption, on est des mamans comme toutes les autres. En fait, on passe par les mêmes émotions. Donc vous passez 2 jours dans Hanoï et vous vous rendez à l'orphelinat. On arrive dans une pièce où il y avait plein d'enfants et on voit Jeanne tout de suite. On la reconnaît. On avait vu des photos d'elle. Et il y avait peut-être une 40aine d'enfants dans la pièce. Et à ce moment-là, on voit qu'elle. Elle était dans les bras d'une nourrice. Elle était au bout de la pièce. Elle était en train d'être changée, je crois. On me la met dans les bras, et là, le monde s'arrête. J'ai une vidéo de ce moment. Seb a eu la présence d'esprit de filmer ce moment-là. En revoyant ce film après, je me rends compte que je n'ai aucun souvenir d'autour de cette scène, tu vois. Et j'ai souvenir d'avoir reçu Jeanne, dans les bras, et je pleurais, en fait. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, Jeanne, après, par le temps, parce elle a mis du temps à comprendre pourquoi je pleurais sur les photos. Parce que j'ai les yeux de lapin albinos. Et en fait, de lui expliquer le processus de larmes de joie, tu vois, chez les enfants, ça veut rien dire, les larmes de joie. Ça l'a beaucoup interpellée. Tu reçois finalement cet enfant, tant attendu, c'est encore une inconnue complète, mais c'est déjà ton enfant. On la regarde, elle dormait à ce moment-là. Rétrospectivement, on a compris qu'en fait, elle faisait semblant de dormir. Je pense qu'elle était un peu barricadée, tu vois, dans son cœur. À partir de ce moment-là, tu vois, je l'ai pu lâcher, quoi. Il y avait beaucoup d'enfants autour de nous,
Et on a été envahis par les enfants pendant ce laps de temps où on a rencontré Jeanne. Et quelques jours après, j'ai été vachement travaillée par cette scène où je me suis dit que j'avais côtoyé à ce moment-là des enfants qui quémandaient de l'attention, de l'affection. Et en fait, je suis passée à côté d'eux sans vraiment les voir parce que j'étais focalisée sur Jeanne. Et rétrospectivement, cette scène m'a beaucoup hantée après. J'ai touché vraiment des enfants sans parents, qui étaient en attente, tu vois, dans cet endroit. Et en fait, c'est très déstabilisant pour des gens comme nous qui avons attendu d'être parents pendant autant d'années, de tout d'un coup voir de nos yeux ces enfants qui sont là, physiquement présents, et qui sont, et qui quémandent d'une affection dingue. Enfin, c'était très touchant. Et la rencontre, elle se passe en fait très simplement. Le monde s'arrête. Pour Gauthier, ça a été différent. Pour Jeanne, ça a été une rencontre assez brutale dans le sens où on est resté 1 heure montre en main sur place et après on est parti avec elle pour ne jamais revenir. En fait, à ce moment-là, tu réfléchis pas trop parce que si tu réfléchis trop, tu peux devenir un peu dingue. Et du coup, en fait, on passait, tu vois, les heures, les journées sans se poser trop de questions. Et puis après, on est rentré à l'hôtel avec elle. Et puis après, on a appris à découvrir ce bébé, à la vêtir, à lui donner ses premiers bains, à la promener en kangourou, parce que justement la pédiatre de la SOS nous avait dit que c'était des enfants qui avaient besoin de beaucoup de contact physique et que voilà, ils en avaient manqué et que du coup il fallait vraiment un maximum les porter. Et donc on l'a porté en kangourou non-stop. Et puis c'était génial parce que nous on avait tellement attendu d'avoir un petit bébé dans nos bras que on se délectait en fait de ces balades en ville avec ce bébé avec nous, quoi. C'était féerique. Et comment tu perçois Sébastien à ce moment-là ? C'était drôle parce que, entre guillemets, tout de suite, j'ai su faire et, tu vois, je me suis vraiment lancée à fond. Alors lui aussi, hein. Mais je me souviens que le premier soir où Jeanne était avec nous, donc elle dormait dans son petit lit à barreaux, ça aussi c'était lunaire, on avait un lit à barreaux dans notre chambre d'hôtel, le truc complètement surréaliste pour nous. Et cette nuit-là, donc la première nuit avec Jeanne, Seb a été malade comme un chien. Et donc je vais le voir et je lui dis t'as dû manger un truc pas clean ou machin, on avait fait des restos de rue dans Hanoï et tout. Et là, il me dit très calmement, il me dit non, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Et là, j'étais là, ah, mon Dieu, il flanche. Et en fait, au fond de moi, j'étais là, ok. Donc lui, il flanche, donc toi, il faut que tu tiennes la route. T'as pas le choix, parce que voilà, lui, il tient pas, toi, il faut que tu tiennes, quoi. Tu vois, toujours ce que je te disais au début sur, en fait, il y en a toujours un pour rattraper l'autre, entre guillemets. Et en fait, Seb, il a expérimenté, il dit après qu'à cette occasion, il a expérimenté, en fait, que c'était pour toujours, quoi, ce petit bébé. Et c'est beau, mais en même temps, c'est super flippant, quoi. Et puis, en fait, on le connaît pas encore, ce petit bébé. Et quand tu connais pas quelqu'un, et on te dit qu'il va être là pour toujours, ça peut être un peu perturbant. Il y a eu beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts depuis, et aujourd'hui, on ne concevrait pas nos vies sans eux. À la différence d'une grossesse, l'avant et l'après est instantané, quoi. Et alors après, moi, il y a un truc qui m'a toujours beaucoup plu dans l'adoption, c'est que, de même que dans les discussions autour de l'agrément, on était à parts égales dans le processus. Une fois que l'enfant est là, la maman, elle peut faire autant que le papa. Il n'y a pas, tu vois, cette espèce de spécificité de la jeune accouchée, tu vois, qu'il faudrait ménager ou qui serait allaitante ou je sais pas quoi. En fait, la maman adoptante, elle est aussi vaillante que le papa. Et du coup, je trouve qu'il y a là aussi une égalité, tu vois, dans la parentalité que j'avais trouvé chouette sur le coup. Et finalement, on était aussi capables, lui et moi, à l'instant T. On disposait des mêmes capacités, tu vois, de cœur, de physique, enfin, tu vois, de la même, vitalité pour absorber, voilà, l'arrivée de Jeanne, quoi. Enfin, moi, j'ai eu l'impression, tu vois, d'être enfin arrivée à quai après une très longue traversée et beaucoup de vagues. Je pense que j'ai eu besoin, tu vois, de passer par toutes ces étapes pour accueillir Jeanne comme elle était. Un des grands souvenirs que j'ai de cette journée autour de la rencontre de Jeanne, le soir, une fois qu'elle a été couchée, j'ai ouvert le dossier qui nous avait été remis dans la journée, où on avait un petit peu, voilà, toute son histoire, quelques documents administratifs, etc. Et à cette occasion, j'ai découvert qu'elle était née très grande prématurée, avec un tout petit poids de naissance, qu'elle avait eu des soins médicaux en réanimation, des choses assez costaudes. Et en fait, à ce moment-là, j'ai éprouvé vis-à-vis de ce tout petit bébé une admiration incroyable. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était elle, la battante et la guerrière, et que moi finalement entre guillemets, c'est pas que j'étais rien, mais en fait qu'elle avait été immensément forte et qu'elle avait pas eu besoin de nous pour vivre. Et j'ai été, je crois, complètement stupéfaite par la force qui se dégageait de ce tout petit bébé en apparence fragile. Voilà. Et tu vois, j'ai expérimenté à ce moment-là que définitivement, en fait, la faiblesse pouvait cacher une grande force. Ça peut paraître bête, hein, mais
J'avais pas imaginé en amont pouvoir trouver mon enfant fort dans le cadre d'une adoption. Et quelque part, j'ai été un peu prise à mon propre jeu. À quel moment vous prenez l'avion pour rentrer en France ? Au bout d'un mois, c'est le temps des démarches locales. En gros, au début, ton enfant n'est pas français, il est encore vietnamien, et du coup, t'as quelques démarches au niveau des autorités vietnamiennes pour formaliser l'adoption. Et puis après, c'est le temps de lui faire son passeport vietnamien et lui demander un visa pour la France. Une fois que vous avez les papiers, vous rentrez. C'est quand même quelque chose de quitter le pays de ton enfant, le pays d'origine de ton enfant. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là dans cet avion qui te ramène vers votre maison, quoi, vers chez vous ? Quitter le Vietnam avec Jeanne, ça a été un souvenir très fort. J'étais bien sûr hyper heureuse de rentrer chez nous avec notre fille. Et tu vois, de passer toutes ces étapes à l'aéroport pour quitter le Vietnam, de voir que voilà, tout s'enchaînait administrativement. En fait, j'ai été saisie d'une immense émotion vis-à-vis de ce pays qui nous avait fait suffisamment confiance pour nous confier un de leurs enfants. Et puis voilà, de quitter cette terre, tu vois, qui avait fait naître Jeanne, ça a été pour moi une immense émotion, tu vois, un peu comme un arrachement, tu vois, de quitter ce pays où elle avait vu la vie. Et c'est quelque chose qu'on a expérimenté aussi quand on a accueilli notre Gauthier en Thaïlande après, quand on a quitté la Thaïlande avec lui. Les formalités au départ de la Thaïlande ont été un peu longues. Ils nous ont mis dans une file d'attente particulière avant de décoller. Et en fait, ils ont vérifié dans un bureau à part tout le dossier de Gauthier pour s'assurer que notre procédure d'adoption était en bonne et due forme. Et on n'avait rien à se reprocher, donc on était très serein là-dessus. Mais ça a été une démarche assez longue. Et c'est là que tu te rends compte que tu es quand même dans quelque chose d'éminemment solennel et d'éminemment grave, quelque part. Parce qu'en fait, les personnes qui sont à ce moment-là à l'aéroport sont les dernières personnes qui te laissent partir avec cet enfant, qui acceptent en fait que tu quittes ce pays où il est né. Et quand on atterrit à Paris après, ça aussi c'est quelque chose d'hyper émouvant parce que tu prends la file d'attente des passeports hors Union européenne, parce que dans tes passeports t'as un petit passeport vietnamien ou un petit passeport thaïlandais, et tu passes en fait parmi tous les étrangers qui sonnent à l'espace Schengen entre guillemets. Tu présentes le visa de ton enfant, tu présentes les 2-3 papiers pour justifier de son état civil, de son adoption, etc. Et quand après tu passes la douane, que tu rentres dans la zone l'aéroport, ça y est, ton enfant est en France. Et alors là, c'est la fin de... Alors c'est pas la fin des démarches administratives, il y en a d'autres après. Mais en fait, t'es chez toi, avec ton enfant. Tu vas rentrer dans ta maison. Et ça, c'est quelque chose aussi dont je garde un souvenir très fort. C'est d'arriver, de passer la porte de la maison avec Jeanne, puis avec Gauthier, de leur faire découvrir cette maison qui est la leur, de leur faire découvrir ce qu'on a préparé pour eux avant leurs arrivées, de leur faire découvrir leur première maison, eux qui n'ont jamais eu de maison. Je me souviens très bien dans les 2 cas des premiers bains à la maison. Gauthier, on est rentré avec lui en janvier, il faisait hyper froid, on l'avait couvert comme un oignon parce qu'il avait jamais vu le froid, il était en plein jet lag, il a dormi toute la journée, et de regarder ce petit bonhomme qui dormait dans le canapé avec son jet lag thaïlandais, c'est fascinant. Honnêtement, moi, c'est des choses qui resteront gravées à jamais dans mon cœur. Mais ces tout premiers moments, justement, c'est quand même une période qui est, j'imagine, dans l'imaginaire un peu collectif, très sensible, où tout le monde s'apprivoise. Alors, c'est vous dans votre bulle, Jeanne, Gauthier, et toi et Sébastien, mais il y a aussi tous les autres, quoi, finalement, qui gravitent autour et qui sont pétris d'émotions, qui ont leurs envies, qui ont leurs projections. Comment ça s'est passé pour justement arriver à tisser un espèce d'équilibre, si je puis dire Alors, déjà, quand on rentre à la maison, on a déjà passé 1 mois avec notre enfant dans le pays. Donc du coup, on le connaît déjà un petit peu. On a déjà, tu vois, tissé des premiers liens. Et très vite, les enfants, en fait, t'identifient comme référent, tu vois, quel que soit le lieu. Nous, on a très vite vu, dans les tout premiers jours, quand on était au Vietnam ou en Thaïlande, Jeanne ou Gauthier, très vite, nous cherchaient du regard ou tout de suite s'en remettaient à nous, tu vois, pour leurs besoins. Très vite, on voit que l'enfant se laisse adopter, et ça, c'est très touchant. Et après, à l'arrivée à la maison, les OAA, elles recommandent de pas se précipiter pour faire venir tous les proches, parce qu'il faut laisser un petit peu le temps au cocon familial de se recaler dans le cadre de vie à la maison. Il faut que l'enfant comprenne bien les lieux, qu'il comprenne bien que c'est la famille, qu'elle est composée de papa, de maman et éventuellement d'une sœur ou d'un frère s'il y a déjà d'autres enfants.
et déjà de fonctionner, tu vois, en ce petit format. Après, nous, on a expérimenté que c'était des choses qui se faisaient assez naturellement. J'imagine que c'est comme quand on accouche, on fait pas venir 35 personnes d'un coup dans sa chambre de maternité. Et votre choix alors de réentamer les démarches pour obtenir un deuxième agrément et donc adopter une deuxième fois et accueillir Gauthier, ça vient combien de temps après l'arrivée de Jeanne dans vos vies ? Jeanne est arrivée en 2014, on a obtenu un deuxième agrément en 2016. En fait, c'est venu assez vite. Le calendrier de l'adoption est plus long que simple 9 mois de grossesse, mais nous, on a trouvé que c'était quand même assez rapide, tu vois. On a obtenu l'agrément 2 ans, un deuxième agrément 2 ans après l'arrivée de Jeanne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un agrément, en fait, il vaut pour une adoption. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as déjà adopté une première fois que, entre guillemets, tu peux capitaliser sur ton premier agrément. Tu repars de zéro, c'est un nouveau projet. Donc, page blanche, un an de procédure, entretien avec travailleurs sociaux, psychologues, etc. Mais, tu vois, c'était quand même beaucoup plus doux pour cette deuxième démarche, parce que, on était déjà les parents de Jeanne, parce qu'on était clairement plus du tout tiraillés, tu vois, par ces sujets de parentalité biologique. Nous, on avait vraiment basculé dans autre chose en accueillant Jeanne, et qu'en fait, aujourd'hui, on avait vraiment juste le désir d'aimer un deuxième enfant. En fait, voilà, on avait plus les blessures avec lesquelles on avait pu arriver pour ce premier agrément. Alors si, les blessures, elles sont toujours là, parce que elles restent à vie, mais on n'était plus des plaies béantes. Et donc, ce deuxième agrément, on l'obtient pareil au bout d'une petite année. On l'obtient en 2016. Et là aussi, on a besoin à ce moment-là de ne pas l'activer tout de suite. Donc on a laissé passer toute l'année 2017 pour laisser décanter tout ça, pour vivre ce qu'on avait à vivre avec Jeanne par ailleurs. Et puis en janvier 2018, on contacte l'OAA qui nous a permis d'accueillir Gauthier. Donc on repasse une série d'entretiens avec eux. Ils nous acceptent dans leur vivier de parents. Et puis fin 2019, ils nous confient Gauthier. Et l'arrivée de Gauthier, elle a été tout aussi féerique que celle de Jeanne. Il est arrivé, Gauthier, comme un boulet de canon, parce qu'en gros, entre l'annonce de son existence et le départ, il s'est passé une semaine. On est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en l'espace de 8 jours, et on l'a rencontré fin 2019, en Thaïlande, où il nous attendait. Et là, c'était là aussi un mélange d'immense joie et de grand stress, parce que on avait peur de déséquilibrer tout ce qu'on avait construit avec Jeanne. Et on était retombés dans les mêmes angoisses de est-ce qu'on va l'aimer, est-ce qu'il va nous aimer, est-ce qu'on saura faire un garçon, mais on connaît pas les garçons. Et puis Gauthier, il avait 2 ans et demi à ce moment-là, donc nous on trouvait ça grand, tu vois, 2 ans et demi, tu vois, on n'était plus 2, on était 3 à accueillir ce petit garçon. D'ailleurs Jeanne est partie avec nous en Thaïlande pour aller accueillir son frère, donc on espérait que tout se passe bien, tu vois. On embarquait quand même une petite fille avec nous dans ce projet, on n'était plus tous les deux. Donc c'était notre responsabilité de parents, tu vois, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour Jeanne et pour Gauthier. Comment tu l'as sentie, elle, Jeanne, justement ? Elle a été merveilleuse. Elle a été franchement exceptionnelle parce que elle avait 6 ans et ça faisait longtemps qu'on parlait de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc elle était bien préparée. Elle était à un âge où tous les enfants autour d'elle devenaient grands frères, grandes sœurs. Et donc en fait, il y avait une forme de normalité, tu vois. À l'instant de la rencontre avec Gauthier, elle était là avec nous. La première, elle s'est avancée vers lui. Elle lui avait apporté des petits cadeaux, machin, et d'emblée, elle s'est mise à lui parler. Alors un flot de paroles. Alors lui, il parlait pas un mot de français, donc elle s'est mise à lui parler, bam, 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 bam. Et moi, j'étais un petit peu en retrait derrière, à genoux. Gauthier est arrivé debout parce qu'il marchait, et Seb est resté en retrait pour filmer la scène. Et aussi parce que souvent les petits enfants dans les orphelinats, ils voient pas beaucoup d'hommes. C'est beaucoup des femmes qui s'occupent d'eux dans les orphelinats. Et parfois ils peuvent être très impressionnés par leur papa au démarrage. Et du coup, on recommande en fait aux papas adoptants au début de garder une petite distance le temps que l'enfant l'apprivoise. Et de fait, fort de ce qu'on nous avait dit, on a laissé Jeanne aller en première ligne. Et tout de suite, bam, elle s'est jetée sur lui. C'était hyper mignon. Et lui était très sérieux, il était un peu sur la réserve, mais très sérieux. Il nous a pas sauté au cou, ça serait mentir. Mais on voyait qu'il comprenait ce qui se passait. Il avait été très bien préparé. Et ça, vraiment, on doit beaucoup aux équipes qui ont pris en charge Gauthier, parce qu'il a été extrêmement bien pris en charge sur le plan médical, et puis aussi sur le plan affectif. Il a reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Et nous, on a accueilli un petit garçon qui a été très bien soigné. Et en fait, on a récolté les fruits de tout ce travail en amont de son adoption. Et ça a été du pain béni. Enfin, pour lui et pour nous, ça a été du coup une adoption très douce, parce que il était préparé, et ça change tout. Bien sûr, au début, il parlait pas un mot de français, et donc, quand on n'a pas les mots, on peut être un peu violent.
Et au début, il était assez sport, tu sais, il a pu, dans les premiers jours, il a griffé Jeanne, je me souviens à un moment, il a fait une balafre sous l'œil. Oh, je me suis dit, ça y est, ça va être la cata, ça va. Tu vois, j'ai beaucoup stressé. Et puis, en fait, les choses se sont beaucoup apaisées quand il s'est mis à comprendre. Et puis, très progressivement, après, tu vois, le binôme Jeanne-Gauthier est rentré, en fait, dans le standard d'un quotidien, où tout d'un coup, en fait, on n'a plus fait attention particulièrement à l'un ou à l'autre. En fait, on les a pris en charge comme nos enfants, parce qu'ils étaient nos enfants, et on s'est pas mis à prendre 15 000 pincettes sur tout ce qui faisait leur quotidien. Et l'association Loa, qui nous avait permis d'accueillir Gauthier, nous avait mis en garde quand il y avait des frères et sœurs aînés adoptés. Il nous avait dit qu'il était fréquent que certains pensent être une monnaie d'échange pour l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur. Et que parfois ils avaient été vachement surpris par des réactions de grands frères, grandes sœurs, qui pensaient qu'ils allaient rester dans le pays, justement, en échange en fait du petit frère qui venait d'arriver. Donc nous, fort de ça, on a été très vigilants en fait auprès de Jeanne pendant cette période en Thaïlande. Là aussi, on est resté 1 mois sur place et on a vraiment veillé au grain en fait pour l'encadrer comme il se fallait. Et puis on a aussi fait gaffe à ce que tout d'un coup, elle soit pas juste une grande sœur, mais qu'elle reste, tu vois, Jeanne. Qu'est-ce que ton parcours d'adoption finalement a changé dans ta vision du monde et peut-être même dans ton lien avec les autres? Tu dirais quoi? Ce que ça a changé dans ma vie, ça a tout changé parce que je suis devenue maman. J'ai été restaurée comme jamais j'ai été restaurée par l'arrivée de mes enfants. Ils m'ont reconstruite. Ils sont venus en fait sur un registre où j'étais éminemment blessée, celui de ma féminité, de ma maternité. J'étais pleinement comblée dans mon rôle d'épouse avec Seb et en ça je savais où j'étais. Mais sur ce registre de la maternité, ils m'ont sauvée. Et en même temps, ils m'ont ouvert une page que je ne soupçonnais pas il y a 10 ans. Alors c'est pas facile tous les jours. La vie n'est pas finie, ils sont encore très jeunes, tu vois, ils ont 9 et 5 ans. Donc on est loin d'avoir fini notre job de parents. Mais moi, ce que j'expérimente avec eux aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment passé par les ténèbres pour arriver à eux. Et que moi, j'ai expérimenté une restauration, une consolation comme jamais. Je me suis dit aussi que si j'avais pas été infertile, j'aurais jamais connu mes enfants. Et ça me paraît dingue aujourd'hui, tu vois, de me dire que j'aurais pu passer à côté d'eux. Et aujourd'hui, ça me paraît inconcevable. Et quelque part, je dirais pas que je me réjouis, tu vois, de cette infertilité, parce que ça a été une zone de grande souffrance. Mais je pense qu'au final, ça a été quelque chose de lumineux, parce que nos enfants sont là. Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioye. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve tous les 15 jours pour un nouvel épisode.